You know, stuntmen's livelihood is dependent on being able to work from movie to movie. And so I take extra precautions not to hurt any of my stuntmen. Chuck Norris n'a jamais été du genre à parler plus fort qu'à agir. Qu'il s'agisse de donner des coups de pied circulaires aux méchants dans Walker, Texas Ranger ou de casser des planches dans la vraie vie, il s'est imposé comme un homme calme, respectueux et qui gardait ses opinions personnelles pour lui. Il n'était pas du genre à s'impliquer dans les drames hollywoodiens, mais les choses ont récemment changé. Dans un moment dramatique et émouvant, Chuck a finalement rompu le silence et ce qu'il a révélé a stupéfié ses fans. Pour la première fois de l'histoire, il s'est exprimé contre 5 acteurs qu'il déteste. Personne n'aurait cru cela de la part de cet homme connu pour son sérieux, mais c'est peut-être ce qui rend son geste d'autant plus significatif. Après des décennies de silence, Chuck sentit qu'il était temps de rétablir la vérité. Qu'est-ce qui a poussé la légende des arts martiaux à rompre le silence? Et qui étaient ces acteurs qui l'ont irrité? Jeunesse et carrière. Chuck Norris est né le 10 mars 1940 à Ryan, dans l'Oklahoma. Sa mère, Wilma, était irlandaise et son père, Ray D. Norris, Cherokee. Ray a exercé de nombreux métiers, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, mécanicien, chauffeur de bus et de camion. Chuck était l'aîné de 3 frères. Son jeune frère Wyland lui avait dit un jour qu'il ne vivrait pas plus de 27 ans. Tragiquement, c'était vrai lorsque Wyland est mort pendant la guerre du Vietnam en 1970. À 6 ans, Chuck a divorcé de ses parents. Sa mère et ses frères ont déménagé à Prairie Village, au Kansas, puis à Torrance, en Californie. L'enfance de Chuck n'a pas été facile. Il se disait timide, peu sportif et un élève moyen. Son père n'était pas souvent là. Il buvait beaucoup, ce qui rendait la vie encore plus difficile à la maison. Tout cela a rendu Chuck très introverti dans sa jeunesse. En 1958, Chuck s'engagea dans l'US Air Force et fut déployé en Corée du Sud. C'est là qu'il acquit son surnom de Chuck et s'initia aux arts martiaux, le Tang Soo Do plus précisément. Il travailla avec assiduité et obtint finalement une ceinture noire. De retour aux États-Unis, il continua à travailler pour l'armée de l'air en Californie et finit par ouvrir un studio d'arts martiaux en attendant d'être embauché par la police. Au départ, Chuck n'était pas un champion de compétition d'arts martiaux. Il perdit quelques combats au début, mais persévéra. En 1967, il commença à remporter des tournois de haut niveau et vainquit même des noms célèbres comme Joe Louis. Il ouvrit également d'autres écoles de karaté et instruisit des célébrités comme Steve McQueen, Bob Barker et Donny Osmond. Sa dernière défaite en compétition d'arts martiaux eut lieu en 1968. La même année, il remporta le championnat de karaté poids moyen et conserva ce titre pendant 6 années consécutives. Il prit finalement sa retraite invaincu et se lia d'amitié avec Bruce Lee, qu'il rencontra en compétition. En 1972, Chuck incarna le principal antagoniste du film à succès de Bruce Lee, La Voix du Dragon, qui connut un succès exceptionnel au box-office et le fit connaître du grand public. Plus tard, il a joué d'autres rôles au cinéma et s'est inscrit dans une école de théâtre, inspiré par les conseils de son ami Steve McQueen. Il a percé comme acteur principal grâce à Breaker Breaker en 1977, puis à Good Guys Wear Black en 1978. Ce film, produit avec un budget serré, a rapporté des millions de dollars et a fait de Chuck la première grande star américaine du cinéma d'arts martiaux. Ces films étaient remarquables car ils se déroulaient aux États-Unis et intégraient des intrigues américaines, contrairement aux films de kung-fu hongkongais populaires à cette époque. En 1979, Chuck Norris apparaissait dans A Force of One, où il interprétait un champion de karaté qui assistait la police dans une affaire. Il réalisait ce film parallèlement à la promotion de son précédent film, Good Guys Wear Black. Au départ, aucun studio n'en voulait, mais le film a rapporté 20 millions de dollars. En 1980, il a sorti l'Octogone, où il devait contrecarrer des terroristes entraînés au ninja. Cette fois, les studios se sont enfin montrés intéressés, et le film a rapporté près de 19 millions de dollars. L'année suivante, il apparaît dans Œil pour œil et, en 1982, tient un rôle dans un film d'horreur et d'action dans Rage silencieuse, son premier grand film, distribué par Columbia Pictures. La même année, la MGM lui propose un contrat de 3 films et sort Vengeance forcée, bien que Norris, insatisfait de la direction artistique, résilie le contrat. En 1983, il rencontre un immense succès avec Loup solitaire McQuaid, dans lequel il incarne un Texas Ranger impitoyable.
Les critiques l'ont adoré, allant jusqu'à le comparer au western Spaghetti d'antan. Roger Ebert lui a attribué 3,5 étoiles, qualifiant le personnage de Norris d'emblématique. À cette époque, Norris a également lancé un livre de fitness et même un jeu vidéo, Chuck Norris Super Kicks. Puis il perça dans le cinéma d'action grand public. En 1984, il joua dans Portée disparue, où il incarnait le colonel James Braddock, un soldat libérant des prisonniers de guerre au Vietnam. Ce film connut un immense succès et s'inspirait de son frère décédé pendant la guerre du Vietnam. En 1985, Norris joue dans Code of Silence, démontrant une profondeur dramatique accrue. Les critiques le qualifient de l'un de ses meilleurs rôles, et le film remporte le plus grand succès au box-office dès son premier week-end. Il poursuit sur sa lancée avec Missing in Action 2 et Invasion USA. En 1986, il collabore avec Lee Marvin sur The Delta Force, un autre succès. Cette année-là, il prête même sa voix à une série d'animation, Karate Commandos. En 1987, il coécrit un best-seller sur le développement personnel, Le secret de la force intérieure, sa vie personnelle. Chuck Norris a épousé son amour de lycée, Diane Kay Holchek. En décembre 1958, Chuck avait 18 ans à l'époque, et elle 17 au moment de leur mariage. Ils s'étaient rencontrés en 1956 alors qu'ils étaient étudiants à Torrance, en Californie. Ils eurent ensuite leur premier enfant, un garçon. En 1962, Chuck eut une autre fille l'année suivante, issue d'une brève liaison hors mariage. Puis, en 1964, Diane et lui eurent un deuxième fils, Eric. Chuck et Diane ont divorcé après 30 ans de mariage. Ils ont rompu en 1988 pendant le tournage de Delta Force 2 et ont officiellement divorcé en 1989. Des années plus tard, le 28 novembre 1998, Chuck s'est remarié et est tombé amoureux de Gina O'Kelly, un ancien mannequin de 23 ans, sa cadette. Gina avait eu 2 enfants d'une précédente relation, et Chuck et elle ont eu des jumeaux le 30 août 2001. Lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight en 2004, Chuck a raconté une anecdote très personnelle. Il a expliqué qu'il n'avait pas revu sa fille, issue de sa précédente liaison, avant ses 26 ans. Même si elle a découvert qu'il était son père à seulement 16 ans, ce n'est qu'en lui écrivant une lettre pleine de larmes en 1990, juste après son divorce avec Diane, qu'ils se sont enfin rencontrés et ont fait connaissance. Depuis 2017, Chuck Norris est lui-même grand-père. Il a maintenant 13 petits-enfants. Au fil de ses aventures familiales et amoureuses, son parcours a été semé d'embûches, mais il a toujours fait l'effort de maintenir le contact et d'assumer ses responsabilités, ses intérêts politiques. Chuck Norris est un conservateur autoproclamé et un fervent partisan des principes républicains. Il a même tenu des chroniques sur un site web d'extrême droite, WorldNet Daily. Au fil des ans, il n'a jamais hésité à exprimer ses opinions politiques. Dans les années 1980, après la sortie de son film Portée disparue, Chuck avait affirmé être un grand admirateur du président Ronald Reagan. Il appréciait sa franchise et son leadership fort, et affirmait qu'il ne se souciait pas tant des partis politiques que de l'individu. Alors qu'il filmait la Delta Force, Chuck s'est exprimé sur la question du terrorisme, affirmant que les États-Unis étaient trop indulgents et que des terroristes pourraient un jour attaquer l'Amérique ou le Canada. En 2007, Chuck s'est rendu en Irak pour rendre visite aux soldats américains, témoignant ainsi son soutien aux troupes. Un an plus tard, lors de l'élection présidentielle de 2008, il a soutenu le candidat républicain Mike Huckabee et a même critiqué John McCain, le jugeant trop âgé pour ce poste. Il a néanmoins finalement soutenu McCain, principalement parce qu'il appréciait Sarah Palin comme candidate à la vice-présidence. Chuck a également soutenu la proposition 8 de Californie en 2008, qui interdisait le mariage entre personnes de même sexe. Il estimait que le résultat du vote n'était pas respecté. En 2009, il a contesté le lieu de naissance du président Barack Obama et lui a demandé de produire son acte de naissance afin de mettre fin aux rumeurs. Il a continué à exprimer des opinions tranchées, publiant des articles sur la charia aux États-Unis et accusant l'administration Obama de tenter de modifier la politique des scouts. Au fil des ans, il a soutenu divers candidats républicains, tels que Ron Paul, Newt Gingrich, Mitt Romney et Ted Cruz. Il a également soutenu des candidats controversés, comme Roy Moore et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. En 2019, Chuck s'est associé au fabricant d'armes Glock,
ce qui a irrité certains de ses fans en raison de la multiplication des fusillades dans les écoles. En 2021, il a soutenu la tentative de destitution du gouverneur de Californie Gavin Newsom et a soutenu l'animateur de talk show Larry Elder comme remplaçant. Chuck Norris a toujours été très actif, fidèle à ses principes, malgré leur impopularité. Opposition au mariage homosexuel. En 2008, Chuck Norris a publiquement soutenu la proposition 8 de Californie, une initiative référendaire visant à interdire le mariage homosexuel dans l'État. Son soutien public à la proposition, qui visait à codifier le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, a suscité une vaste controverse et de vives critiques de la part des groupes LGBTQ+, et de leurs alliés. Norris a répliqué à ses détracteurs en affirmant que les votes en faveur de la proposition 8 n'avaient jamais visé à priver un groupe de ses droits, mais à maintenir certaines croyances concernant les limites du mariage. Il a comparé les protestations contre l'adoption de la proposition à de l'anarchie, soulignant que ses partisans défendaient leurs convictions sincères. Les critiques ont également affirmé que le soutien de Norris à la proposition contribuait à marginaliser davantage les personnes LGBTQ+, et à perpétuer un sentiment discriminatoire. Le scandale a mis en lumière les profondes divergences de perception de l'égalité du mariage au sein de la société, ainsi que l'influence des personnalités publiques sur la perception de ces questions. Malgré les critiques, Norris a tenu bon, se ralliant aux autres partis conservateurs et religieux qui ont défendu la proposition 8. La proposition a ensuite été jugée inconstitutionnelle en 2010, mais les controverses qui l'ont entourée ont mis en lumière la lutte continue pour les droits et la reconnaissance des personnes LGBTQ+ aux États-Unis. La participation de Norris à la controverse sur la proposition 8 demeure un excellent exemple de l'influence que peuvent avoir les soutiens de célébrités sur le discours politique et social, notamment sur les questions de droits civiques et d'égalité. Les critiques de Walker, Texas Ranger, la série télévisée de Chuck Norris, 1993-2001, ont été largement saluées pour ses scènes d'action et sa représentation de la justice. Elle a également été critiquée pour sa représentation de la violence et de la police. Les critiques sont affirmées que la série idéalisait le vigilantisme et l'usage excessif de la force. Une critique de 1993 a souligné une scène où Walker fait taire un suspect qui se plaint et à qui on ne fait pas la leçon sur ses droits, Miranda d'un coup de pied fracassant, laissant entendre que de telles représentations pourraient influencer les attitudes du monde réel envers les forces de l'ordre et la justice. De plus, une étude de l'UCLA de 1995 a cité la série pour ses longues scènes de combat au corps à corps explicites, suscitant des inquiétudes quant à son impact sur le jeune public. Norris a défendu le contenu de la série, soulignant que l'action s'inscrivait dans un contexte moral. Il a déclaré qu'il y avait beaucoup d'actions, mais que tout était dans un contexte moral. C'était la justice qui combattait l'injustice. Malgré la controverse, Walker, Texas Ranger a conservé une audience solide, suggérant que de nombreux téléspectateurs se sont identifiés à ces messages de justice et de vengeance. Le succès de la série indique que, malgré les critiques, elle a également satisfait un public pour des représentations en noir et blanc du bien vainquant le mal. Et lorsqu'il a été présenté comme l'homme le plus violent de la télévision lors d'une émission spéciale d'ABC, il s'est senti déçu par l'orientation de l'émission. Tendance des faits sur Chuck Norris. Début 2005, une vague virale sur le web, connue sous le nom de faits sur Chuck Norris, a explosé. Bien que l'humour concernant la robustesse de Chuck Norris circule depuis les années 1980, ces faits sur Internet ont pris de l'ampleur. Tout a commencé sur des forums affreux, où les membres se moquaient de l'acteur Vin Diesel après la sortie de son film The Pacifier. En quelques mois, l'attention s'est portée sur Chuck Norris et les blagues exagérées sur sa ténacité et sa force sont devenues la nouvelle mode. Ces blagues, dont beaucoup donnaient à Norris des allures de surhomme, ressemblaient à un sketch de Bill Brasky dans Saturday Night Live. Elles faisaient également référence aux blagues sur Chuck Norris diffusées dans l'émission Late Night with Conan O'Brien, dans lesquelles Conan ridiculisait fréquemment l'implication de Norris dans Walker Texas Ranger. Ces blagues extravagantes sont rapidement devenues un élément majeur de la culture populaire. L'humoriste Ian Spector est largement considéré comme le père des faits sur Chuck Norris. Spector a été l'un des premiers à populariser les générateurs en ligne, permettant aux utilisateurs de générer leurs propres faits sur Chuck Norris. Spector a même publié des ouvrages sur ces faits,
tels que La vérité sur Chuck Norris, 400 faits sur le plus grand homme du monde, 2007, et Chuck Norris vs. Mr. T, 400 faits sur les types les plus méchants de l'histoire, 2008. Chuck Norris a répondu aux blagues avec pragmatisme. Sur son site officiel, il a souligné que certains faits étaient humoristiques, mais a poliment rappelé à chacun de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Il a également déclaré qu'il souhaitait que ces blagues donnent envie de s'intéresser à des faits réels le concernant, notamment aux histoires racontées dans ses livres. En 2006, Norris écrivit une chronique pour WorldNet Daily, dans laquelle il répondait une fois de plus aux plaisanteries. Adoptant cette fois l'humilité, il détourna l'attention de sa dureté et loua Dieu et Jésus-Christ. L'humour d'Internet, cependant, ne lui convenait pas toujours. En décembre 2007, il a poursuivi Penguin USA, l'éditeur de La vérité sur Chuck Norris, alléguant que le livre portait atteinte à ses droits de marque et à sa vie privée. Il a ensuite abandonné les poursuites en 2008. Malgré l'accueil mitigé, Chuck Norris est devenu une sensation du mème humoristique sur Internet. En 2009, il a publié le The Official Chuck Norris Factbook, coécrit avec son approbation officielle. Les années ont passé, et ces faits ont continué à refaire surface dans la culture populaire. Des publicités au film. Dans le film de 2012, Expendables 2, on retrouve une mention de l'une de ses blagues les plus populaires. Chuck Norris a été mordu par un cobra royal, mais après 5 jours de souffrance, le cobra est mort. La tendance s'est poursuivie même en 2017, lorsqu'une publicité pour United Healthcare mettant en vedette Norris a été diffusée. 2 types dans un restaurant ont commencé à plaisanter sur sa robustesse mythique, l'un d'eux étant le classique. Chuck Norris porte un chapeau pour se cacher du soleil. Cette plaisanterie démontre à quel point la célébrité en ligne de Norris perdure encore aujourd'hui. Sa femme est victime d'empoisonnement. En 2012, Gina Norris, épouse de l'acteur Chuck Norris, a poursuivi plusieurs entreprises en justice, alléguant avoir été empoisonnée par des agents de contraste à base de gadolinium, AGCG, utilisés lors d'examens d'IRM. Elle a indiqué qu'après 3 IRM réalisés en 8 jours, elle a commencé à ressentir de graves problèmes de santé, tels que des palpitations cardiaques et de fortes brûlures. Malgré de multiples séjours à l'hôpital, son état ne s'est pas amélioré. Elle est même allée jusqu'en Chine pour rechercher des traitements alternatifs, comme la chélation et les cellules souches. Bien que sa santé se soit quelque peu améliorée, elle continue de souffrir de crampes aux mains et de douleurs intenses au dos. Gina se sentait brisée et tenait les fabricants responsables de dissimuler les risques liés aux produits de contraste. Le gadolinium est un métal lourd qui peut être nocif s'il s'accumule dans l'organisme. En général, les produits de contraste pour IRM sont conçus pour empêcher ce phénomène grâce à un agent chélateur qui se fixe au gadolinium, permettant ainsi à l'organisme de l'éliminer plus facilement par les urines. Les GBCA ont été utilisés pour la première fois lors d'examens IRM en 1988. On a cependant découvert que l'organisme n'est pas toujours capable d'éliminer tout le gadolinium et que celui-ci peut s'accumuler dans des zones comme le cerveau, les os et les reins, même chez les personnes ayant des reins normaux. En 2015, la FDA a émis un avertissement concernant la possibilité d'accumulation de gadolinium dans le cerveau. Bien qu'elle ait par la suite déclaré qu'il n'existait pas suffisamment de preuves indiquant que cette accumulation soit nocive pour la santé, la possibilité que d'autres substances que des pensées subsistent dans le cerveau est déconcertante pour certains. Des recherches ont montré que les produits de contraste à base de gadolinium pouvaient potentiellement provoquer des problèmes tels qu'une insuffisance rénale, une pancréatite et des troubles neurologiques, tant chez l'animal que chez l'homme. Malgré les risques, les agents de contraste à base de globules blancs, GBC, peuvent s'avérer extrêmement utiles en imagerie médicale, aidant les médecins à détecter des anomalies corporelles difficiles à détecter autrement. Cependant, le procès intenté par Gina Norris attire l'attention sur les dangers potentiels de ces agents de contraste et pourrait donner lieu à des études supplémentaires, voire à des plaintes similaires. On ignore encore si le procès intenté par Gina Norris aboutira, mais il pourrait mettre en lumière les dangers potentiels des agents de contraste à base de globules blancs et encourager la poursuite des recherches sur leur innocuité. Le temps nous dira si davantage de personnes commenceront à dénoncer des problèmes similaires. Erreur d'identification lors des émeutes du Capitole. En janvier 2021, juste après les émeutes du Capitole, une photo s'est répandue comme une traînée de poudre en ligne. Sur cette photo,
Quelqu'un ressemblant beaucoup à Chuck Norris semblait faire partie de la foule qui prenait d'assaut le Capitole. Naturellement, des rumeurs ont fusé sur Internet selon lesquelles la star de films d'action aurait rejoint les émeutiers. Mais Chuck Norris a immédiatement démenti ces rumeurs. Il s'est rendu sur Twitter pour le faire savoir. J'ai récemment découvert qu'un sosie de Chuck Norris était présent lors des émeutes du Capitole de Washington. Je n'étais pas là et ce n'était pas moi. La violence n'a pas sa place dans notre société. Je défends et défendrai toujours la loi et l'ordre. Pour le soutenir, son supérieur, Eric Kritzer, s'est également manifesté. Il a affirmé que Chuck n'était nulle part à Washington ce jour-là. En fait, il était chez lui avec sa famille, dans leur ranch texan. Kritzer a même plaisanté en disant que l'homme sur la photo était bien plus beau, tentant visiblement de calmer le jeu. Plus tard, l'identité de l'homme mystérieux a été révélée, et ce n'était certainement pas Norris. Mais à ce stade, le mal était fait. La photo avait déjà circulé sur les réseaux sociaux, alimentant toutes sortes de spéculations insensées. Il s'agissait d'un cas typique d'erreur sur la personne, un phénomène devenu monnaie courante à l'ère du numérique. Cette affaire illustre la facilité avec laquelle de fausses informations peuvent se propager sur Internet, notamment lorsqu'il s'agit d'une célébrité. Avec des photos virales et des décisions hâtives circulant sur Twitter, Facebook et Instagram, il est plus crucial que jamais de prendre le temps de vérifier les faits avant de tirer des conclusions hâtives. Même le légendaire Chuck Norris n'est pas à l'abri d'être accusé à tort. Toute cette expérience est un rappel. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose sur Internet que c'est forcément vrai. Dans des moments comme ceux-ci, une petite vérification des faits peut s'avérer très utile. Parlons maintenant des acteurs que Chuck Norris déteste le plus, Jean-Claude Van Damme et Chuck Norris. Avant que Jean-Claude Van Damme ne devienne une célébrité à Hollywood, l'acteur d'origine belge avait parcouru un long chemin et noué un lien surprenant avec Chuck Norris. Dans les années 1980, Van Damme était un jeune homme aux yeux écarquillés, en quête de célébrité à Los Angeles. Après avoir dirigé une salle de sport à Bruxelles et connu un certain succès comme mannequin et culturiste, il embarqua pour Hollywood. Comme la plupart des acteurs en difficulté, il cumula les petits boulots pour survivre. Il fut chauffeur de taxi, serveur et même figura dans des petits films. L'un de ses premiers rôles crédités fut celui d'un karatéka gay dans le film de 1984 intitulé Monaco Forever. Il apparut également dans le film Breaking la même année. Mais l'un des rôles les plus inattendus qu'il obtint fut celui de videur dans un bar appelé Woody's Wharf, tenu par nul autre que la légende des arts martiaux Chuck Norris. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter en 2019, Van Damme a rigolé de cette expérience, affirmant que les Américains étaient des êtres humains et que, heureusement, il n'avait jamais eu à se battre avec qui que ce soit dans la vraie vie. Il a plutôt expliqué que son charme et sa gentillesse maintenaient l'équilibre. « J'étais un bon sociable, sympathique, et aucun incident ne s'est produit. » Leurs relations, initialement amicales, se sont toutefois dégradées au fil des ans, selon certaines sources. Des rumeurs circulaient au début des années 90 concernant un éventuel partenariat cinématographique entre les deux stars. Ce projet n'a cependant pas abouti, apparemment en raison de divergences créatives. Plus tard, lors d'une démonstration d'arts martiaux au Texas en 2001, Norris aurait critiqué la discipline et l'éthique de travail de Van Damme, le qualifiant d'indiscipliné. Malgré les tensions, les deux hommes sont devenus de grandes stars du cinéma d'action. Bien qu'ils n'aient jamais collaboré à l'écran, leur complicité initiale offre un récit captivant des coulisses de l'âge d'or du cinéma d'arts martiaux. Steven Seagal et Chuck Norris. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, une importante querelle éclata entre l'acteur d'arts martiaux Steven Seagal et certaines figures emblématiques du monde des arts martiaux, comme Chuck Norris. Le conflit éclata lorsque Seagal proféra des propos insultants à l'encontre de Bruce Lee et de Chuck Norris, affirmant que les artistes martiaux américains n'étaient pas authentiques. Il a également déclaré qu'il engagerait le combat contre quiconque contredirait ses arguments. Bob Wall, ami personnel de Lee et de Norris, a réagi en rassemblant une douzaine d'artistes martiaux réputés, connus sous le nom de Dirty Dozen. Parmi eux figuraient des noms prestigieux comme Benny Urquidez, Bill Wallace et Gene LeBell. Ils ont ouvertement mis Seagal au défi de tenir parole lors d'un combat sincère. Bien que le défi ait été lancé publiquement, Seagal a refusé. Certains membres de la communauté des arts martiaux ont considéré ce défi comme une réaction excessive,
tandis que d'autres l'ont considéré comme une mesure nécessaire face aux propos de Seagal. Cet épisode a démontré la valeur du respect et de l'authenticité dans les arts martiaux. Bien que les combats suggérés n'aient pas eu lieu, cet épisode est un élément important de l'histoire des arts martiaux, témoignant de la volonté de la communauté de défendre ses valeurs. Alec Baldwin et Chuck Norris. Chuck Norris et Alec Baldwin sont peut-être tous deux des stars hollywoodiennes bien connues, mais en politique, ils sont très différents, et cela se voit. Chuck Norris est connu pour ses valeurs conservatrices affirmées. Il a ouvertement affiché son allégeance politique au fil des ans, soutenant des candidats républicains tels que Mike Huckabee, Mitt Romney et Donald Trump. Il a écrit des articles, enregistré des vidéos et même prononcé des discours exhortant les Américains à revenir à ce qu'il appelle les valeurs traditionnelles. Alors, quand on raille ses idées à la télévision nationale, surtout de manière humoristique, ça ne lui plaît pas. C'est là qu'Alec Baldwin entre en scène. Baldwin, acteur libéral de premier plan, a passé plusieurs années à incarner Donald Trump dans l'émission Saturday Night Live, une imitation qui a irrité de nombreux conservateurs. Son interprétation ridicule, agrémentée de mouvements de main hyperboliques et de facéties mélodramatiques, a suscité des rires, mais aussi des réactions négatives de la part de ceux qui s'identifient à Trump ou à la pensée conservatrice, comme Chuck Norris. Dans un article de blog publié en 2017, Norris n'a pas nommé Baldwin, mais a exprimé son sentiment face aux moqueries des dirigeants conservateurs par les célébrités hollywoodiennes. Il les a qualifiés d'élites hollywoodiennes qui se moquent des valeurs américaines et a mis en garde contre les effets néfastes que de telles images peuvent avoir sur l'unité et la morale de la nation. Plusieurs lecteurs ont lié ce commentaire aux apparitions de Baldwin au Saturday Night Live, notamment parce qu'elles étaient devenues un sujet de discussion très courant à l'époque. Bien que Baldwin n'ait pas commenté les propos de Norris, la querelle entre les deux illustre le fossé grandissant à Hollywood, où les opinions politiques s'affrontent avec autant de véhémence que les scénarios de films. C'est un cas classique de deux acteurs aux prises avec une guerre culturelle, Shia LaBeouf et Chuck Norris. Chuck Norris et Shia LaBeouf représentent deux facettes très différentes d'Hollywood, et comme on l'a rapporté, leur brève collaboration ne s'est pas déroulée comme prévu. À la fin des années 2010, les deux artistes auraient participé à une production commerciale. Bien que les détails précis de cette collaboration restent inconnus, des sources ont indiqué que Chuck Norris n'était pas particulièrement satisfait du comportement de Shia LaBeouf sur le plateau. Des sources proches du dossier ont indiqué que l'attitude de LaBeouf était également perçue comme irrespectueuse, peut-être en raison de son style extravagant ou de son jeu d'acteur intense. Norris, généralement discipliné et d'un professionnalisme à l'ancienne, n'aurait apparemment pas apprécié ce manque de respect. Puis, en 2020, Chuck a publié sur Facebook une publication qui a alimenté encore plus de spéculations. Le message, supprimé depuis, affirmait « La célébrité sans discipline est un chaos ». Norris n'a jamais mentionné LaBeouf nommément, mais les fans et les médias ont tiré des conclusions hâtives, pensant que la citation concernait leur précédent drame. LaBeouf ayant fait la une des journaux à plusieurs reprises pour son comportement erratique et ses scandales publics, notamment des problèmes juridiques et des accès de colère sur le plateau, beaucoup ont supposé que la publication de Chuck était une attaque voilée. Chuck Norris prône depuis longtemps le respect, la diligence et la maîtrise de soi, des valeurs qu'il considère comme essentielles non seulement aux arts martiaux, mais à la vie elle-même. Shia, en revanche, s'est imposé comme un personnage imprévisible et émotionnellement à vif, à l'écran comme en dehors. Ce contraste frappant dans l'éthique de travail et l'attitude peut-être s'expliquer par leur apparente confrontation. Bien qu'aucun des deux acteurs n'ait parlé publiquement de l'incident depuis, cette querelle supposée rappelle combien les différences de génération et de personnalité peuvent parfois engendrer des tensions dans l'industrie du cinéma. Si vous avez apprécié cet aperçu approfondi des rivalités hollywoodiennes de Chuck Norris, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à laisser un commentaire ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine.